Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier de Code avec moi avec Jeremy Pinto sur la vision par ordinateur. On a hâte de commencer. Je suis Sarah et j'ai animé cet atelier avec Jean-Louis. Hi everyone, welcome to this Code with Me AI workshop on computer vision hosted by Jeremy Pinto. My name is Janvi, I'm one of your co-hosts. If you don't already know, Code with Me AI is a series of monthly webinars hosted by Technovation Montreal, where every month we have a professional in the industry of AI come in and give us a super cool talk on a topic in AI. So we hope you enjoy tonight. Si vous n'êtes pas encore familier avec Code avec moi, c'est une série d'ateliers mensuels où on invite des professionnels de l'industrie de l'intelligence artificielle pour vous présenter de manière interactive de nouveaux sujets que vous ne connaissez pas peut-être sur l'intelligence artificielle. Donc, restez à l'affût pour nos prochains ateliers. Juste avant de commencer, on a quelques règles de Zoom à respecter pour l'atelier. Donc, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le chat ou lever la main pour la dire à voix haute. Mais sinon, gardez votre micro fermé pendant tout l'atelier, à moins qu'on vous donne la permission de parler. N'hésitez pas à réagir lorsque vous trouvez quelque chose d'intéressant. Et vous pouvez allumer votre caméra si vous voulez, c'est fortement, ce sera apprécié. Mais sachez que l'atelier est enregistré. So before we start off, just a couple Zoom rules. If you have any questions during the workshop for Jeremy or for us, please put it in the chat and we'll get to you as soon as possible. If you really want to ask a question out loud, you could use the raise hand feature. So that's under the participants button. Please stay muted for the entirety of the presentation and you are free to turn on your video, but just a little note that this workshop is recorded. Allison, I see you have a question. Oui. Est-ce qu'on aura besoin de Dunkable aujourd'hui, ce soir? Non, on n'a pas besoin de Dunkable. On va faire une activité sur Google Colab et on va fournir le lien pour l'activité. OK, merci. Thank you. Okay, so now we'll have Stéphanie, je crois, say a couple words about Technovation Montreal. Bonsoir tout le monde. Hello everyone. It's good to see you and thank you for being here for the Code with Me AI activity. Donc, merci d'être là ce soir pour l'activité Code avec moi IA. Donc, je suis cofondatrice de Technovation Montréal. Donc, mon nom est Stéphanie, je crois. Et Technovation Montréal, on est un organisme à but non lucratif qui a pour but de faire découvrir la technologie et l'entrepreneuriat aux filles, donc âgées entre 8 et 18 ans. Donc, on offre un programme d'éducation en entrepreneuriat et en technologie à travers lequel les filles vont apprendre à créer une entreprise et développer un projet d'application mobile ou un projet IA. Donc, dans le cadre de ce programme-là qui est fait sous forme d'atelier où les participants travaillent en équipe et sont accompagnés par des professionnels. So Technovation Montreal is a nonprofit organization. Our goal is really to raise awareness and teach young girls how to leverage technology to solve a problem in the community. So we're putting together an educational and entrepreneurship program where girls work in teams and they learn how to put together a mobile app project or an AI project. So we are doing workshop every week. And throughout the program, they are supported by professionals who are acting as mentors. So this is our 8th edition this year. So we've started already in January. So you can follow us on the social media to be aware of all the activities and events that are coming up. Donc, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux pour connaître toutes les activités et les prochains événements auxquels vous pouvez participer. Et je veux en profiter pour remercier nos partenaires, donc qui, grâce à eux, nous sommes en mesure de pouvoir offrir ce programme et cette activité aujourd'hui. Donc, j'aimerais remercier tout d'abord le gouvernement du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Google Canada, Mila, et donc nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Jeremy Pinto du Mila, NextAI et aussi ScaleAI. Donc, we'd like to say a huge thanks to all of our partners who makes it possible for us to offer you this program, this Code with Me AI program. So you heard me thank them already. So I want to say thank you to the Quebec government, Google Canada, Mila, ScaleAI and NextAI. Donc voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée d'activité et je cède la parole à Janvier. So,
Cet atelier fait avec moi est un peu spécial. Il est dans le cadre du Mois numérique Jeunesse du Printemps numérique. Et le Mois numérique Jeunesse, c'est un événement annuel créé afin de sensibiliser les jeunes de moins de 35 ans aux nombreuses opportunités qu'offre le monde numérique. Et dans le fond, l'édition 2022 propose une nouvelle plateforme de formation et on va vous envoyer le lien dans le chat dans quelques instants. Et sur cette plateforme, vous pouvez voir un calendrier d'activités et des ressources numériques pour les jeunes de la communauté que vous pouvez visiter juste après notre atelier. Et le Mois numérique jeunesse, c'est une bonne façon de participer à des ateliers qui vous permettent de découvrir de nouvelles sphères de la technologie dans le spectacle, les jeux vidéo et bien plus encore. So this Code with Me AI workshop is quite special because it's part of Printemps Numérique's Mois Numérique Jeunesse, or Digital Youth Month. So the Mois Numérique Jeunesse is an annual event that was created to make young people under the age of 35 aware of the many opportunities that the digital world has to offer. So this current 2022 edition that we're in features an all-new platform, and I've sent the link in the chat so you could look at that. And on this platform, you'll be able to see a calendar of activities and an index of digital resources for youth and other communities. On this platform, you can also find things such as workshops and trainings, just like this one, conferences, shows, video games, and so much more. So highly recommend that you check out this link. And without Sans plus tarder, on va commencer notre atelier avec Jeremy Pinto du MINA qui va nous parler de la vision par ordinateur. Without further ado, we'll pass it over to Jeremy to introduce himself and talk to you guys about computer vision. Awesome. Thank you. Salut tout le monde. Bonsoir. Donnez-moi juste un instant pour partager mon écran. Donc, Janvi, can you just confirm that you see my screen in full? Yes, good. OK. Super. Puis, justement, mon chien vous prévient que je suis en sécurité. Si jamais il est là-bas, c'est pour me garder safe. So my dog will probably be barking every once in a while, so apologies for that. Here he goes. Okay. Let me just go make sure he's okay. Technical difficulties with the dog. Des difficultés techniques avec mon chien, mais je vous assure, tout va bien. Donc, merci tout le monde, merci Janvi et tout le reste de l'équipe de m'inviter ce soir. J'aimerais vraiment vous remercier déjà d'être venu en soirée puis participer. Avant de commencer puis avant de me présenter, j'aime toujours commencer avec une petite question. So before getting started, I always like to sort of ask a question to the crowd. So if you can all open up the chat, si vous pouvez ouvrir le chat puis juste aller écrire quel est votre personnage animé favori. Donc, just go right. Who is your favorite animated character? It could be a Disney character. It could be a cartoon, any kind of character. Donc, juste pour avoir une idée de qui est là puis qui participe, everyone go ahead and fire up the chat and I'll start reading them out. Donc, je vous invite tous à aller écrire dans le chat. Gojo de Jujutsu Kaisen, je ne connais pas du tout. But I'll go check it out. Here, a lot of things I don't know. Okay, super. Okay, keep them coming. Albatross, super. Detective Conan. Je pense que je vais devoir faire un screenshot parce qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas. Shrek, je connais. Mais c'est super. Ben, merci beaucoup, mais vous allez voir pourquoi je vous pose la question. Oh, Bender, that's a good one. You'll see why I'm asking the question. Just essentially because we'll be walking through an animated robot throughout this talk. So I'm Jeremy, and welcome to this talk. And here are a bunch of links where, by the way, you can go and reach me after this talk if you want to stay in touch. So, oh, and I see that Janvi just shared the link as well to the slides. So all of the slides that I'm presenting, you can all access them right now, hopefully. So Janvi vient de vous envoyer un lien vers toutes les diapositives que je vais vous présenter ce soir. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Puis, en première page, ben, vous voyez là où vous pouvez me contacter. Donc, après le talk, si jamais vous voulez rester en contact avec moi, toutes sortes de réseaux sociaux, LinkedIn,
et sinon par email. Donc, commençons. Tout d'abord, quels sont les sujets d'aujourd'hui? So, what are today's topics? I'm going to briefly talk just about quickly who I am. Je vais parler rapidement à propos de qui je suis et puis pourquoi c'est intéressant que je sois là pour vous parler. Puis ensuite, on va faire une brève intro à la vision par ordinateur. So, I'm going to start with a brief introduction to computer vision. Donc, on va regarder ce que c'est la représentation d'images. How do we represent images to computers? And I'm also going to touch a bit on neural networks and image classification. Je vais aussi faire une brève introduction au réseau de neurones ainsi qu'à la classification d'images. And we'll wrap it all up with some coding examples. On va terminer le tout avec un exemple de programmation. I would like to encourage, as I'm giving this talk, please, if you have any questions, anything you would like to have clarified, you have the raise the hand option, you have the chat. I really like when these talks are interactive and I really like questions. So please don't hesitate. Si vous avez quelconque question pendant la présentation, s'il vous plaît, je vous encourage à m'interrompre, à écrire dans le chat. J'ai le chat de visible à côté. Donc, ça me ferait plaisir de répondre aux questions pendant qu'on avance. Puis, j'essaie quand même de garder ce talk à un niveau, disons, un plus haut niveau. I'm trying to keep this talk at a very high level. I won't go too much into details just because for the sake of time, there's only so much we can cover in a 1-hour session. But the idea is to give you a bit of an intuition as to how computer vision actually works. Donc, l'idée aujourd'hui, en fait, c'est juste de comprendre qu'est-ce que la vision par ordinateur, puis d'avoir un début d'idée de comment on peut commencer à implémenter ça point de vue d'algorithme. So, let's get started. Tout d'abord, rapidement, à propos de moi, so a little bit about me. So my name is Jeremy. I'm an applied research scientist at Mila. And so what does an applied research scientist do? Essentially, my job is to work with companies on whatever data that they may have and try to understand how we can get computers to interpret what they see and make something useful out of that data. Donc, je me présente, Jérémy, je suis chercheur en recherche appliquée au Mila. Donc, de la recherche appliquée, en gros, ce que ça veut dire, c'est on travaille avec des compagnies, puis on essaie de voir comment on peut implémenter toutes sortes d'algorithmes pour aller trouver de la valeur dans les données de différentes compagnies. Puis donc, il y a toutes sortes de données disponibles, puis comment est-ce qu'on peut essayer d'implémenter différents algorithmes pour faire en sorte à ce que ces données soient plus utiles du point de vue de la compagnie. So here I have on the slide a whole bunch of different random things about me. First of all, I really like climbing, so this is just me climbing a mountain. I'm not always at a desk. So I also have a blog where I do all sorts of posts every once in a while. So there's a link here to my blog. If you're interested, not many people read it, but you know, there's some cool posts every once in a while that I like to post. And there's also a deep learning school that we've done in the past with Mila that is also freely available. And if you are interested, I actually do a full deep dive into convolutional neural networks, a couple hours worth of content, technical content. Donc, je répète rapidement plusieurs choses intéressantes à propos de moi. De un, j'aime bien l'escalade. Puis, en même temps aussi, j'ai un blog pour ceux que ça pourrait intéresser. Et aussi, en ligne, il y a un cours en ligne disponible qui est gratuit, accessible à tous. Et j'offre toute une section sur les réseaux de neurones à convolution. Donc, si après aujourd'hui, si ça vous intéresse d'en apprendre plus d'un point de vue technique, vous pouvez toujours aller consulter cette école-là. Okay, so let's get started. Donc, débutons. What is computer vision and why does it matter? So, qu'est-ce que la vision par ordinateur? Tout d'abord, pour comprendre la vision par ordinateur, comprenons un peu ce qu'est la vision en général. Donc, before we understand computer vision, let's just understand what vision is in general. We kind of take it for granted, but as humans, we have this crazy kind of device embedded into our head, with our eyes, and that allow us to look around the world and interpret the world. Donc, en tant qu'humain, on prend ça un peu pour acquis, mais on a un dispositif vraiment puissant qui sont les yeux et qui nous permettent de regarder autour du monde, autour de notre univers, en fait, puis de comprendre ce qui se passe. Puis, les yeux nous donnent une certaine fenêtre. The eyes give us a certain window, but what's really helpful is that we have a brain that then allows us to interpret and to understand what's going on.
Donc, les yeux ont beau être utiles pour voir le monde, mais après, il faut interpréter le monde et pouvoir le naviguer. So we need to be able to navigate this world. It can be very complex. There could be all sorts of things that happen around us that we need to be able to react to. Donc, ça ne suffit pas juste de voir autour de nous, il faut pouvoir interpréter ce que nous voyons, puis pouvoir interagir avec le monde. But what about robots? Qu'en est-il des robots? Comment est-ce qu'un robot fait pour voir? We can't just take an eye and put it directly into a robot. And even if we could, we then need to teach that robot how to make active decisions. So how do we do this with computers? So we have a bunch of tools. So cameras are a very common tool that we can now find in pretty much every smartphone. Donc nous avons des outils qui nous permettent de prendre des images du monde et de les représenter de manière numérique à des ordinateurs. Puis aujourd'hui, ces outils-là, on les a dans pas mal tous nos téléphones, puis on les prend un peu pour acquis. Par contre, une fois qu'on a pris ces images-là, puis qu'on arrive à les représenter d'une certaine manière à un ordinateur, il faut quand même pouvoir les interpréter. So even though we have these cameras and we're able to take some images, we still need to be able to take some certain actions based on what the computer is seeing. So it's not just enough to present an image to a computer, we also need a way to teach the computer how to react to these images. So here we'll start with a bit of an example. On va commencer avec un exemple relativement simple, and this is where I'm going to ask for a bit of your interaction in this chat. Okay, so I'm going to ask a very simple question. Given this image right here on the right, it's clearly some kind of closet. What do you see inside the closet? So j'aimerais que vous alliez dans le chat et puis que vous me disiez qu'est-ce que vous voyez dans le placard. Donc, je vois déjà des réponses qui commencent à entrer. Donc, tout le monde voit la guitare, clairement. Are there other objects? Black shoes, very interesting. Pair of boots, des souliers. So you see, actually, one thing that's very interesting is someone mentioned there was a shoe, but then someone mentioned it was a black shoe. So the concept of color already is coming into play. Des chemises, effectivement, on voit des chemises, on voit des chandails aussi. Shirts that are hanging. Donc, il y a toutes sortes de manières de représenter les objets qu'on voit. Just from the way that the answers are coming in, you can see that there's a bunch of different ways to represent the objects that we actually see. And it all depends in what kind of detail you want to go. Donc, par exemple, quelqu'un dit maintenant folded clothes. It's true, they're folded, but does it matter in this case? Like, if we say clothes, is it enough, or is it different from folded clothes? So based on what we observe, there could be a lot of different things that we see. So let's keep this in mind. How do we interpret what we're seeing in this closet? And more importantly, how do we teach a computer what's in there? So, comment apprendre à un ordinateur à faire exactement la même chose? Donc, si par exemple, j'ai notre robot ici, Wally, si on veut lui poser la simple question, Wally, what do you see in there? Qu'est-ce que tu vois dans ce placard? Comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre à Wally qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Puis c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut croire. En fait, en tant qu'humain, on est très bon à identifier des objets, mais pour des ordinateurs, c'est vraiment difficile d'identifier des objets. So let's try to maybe get a bit of an intuition of how we can get an actual robot to learn what's inside this closet. So first of all, how does Wally even see? Comment est-ce que Wally fait pour voir dès le départ? On a déjà dit que nous, on a des yeux qui nous permettent de voir. So we already mentioned that we have eyes. And you know, in this cute little robot image, Wally has eyes. But what is this eye actually? And maybe it's a camera, but what does Wally actually see? Donc, c'est là où je veux commencer à vous parler un peu de la représentation d'images pour les ordinateurs. So when it comes to computers, they have a very specific way of storing data and of seeing things. So the computer itself, when we upload an image, there isn't this concept of the image itself. The only thing that the computer sees is what we see here, is a series of numbers. Donc, lorsqu'on donne une image à un ordinateur, lorsqu'on représente une image à un ordinateur, nous, ce que nous voyons d'une image, c'est les détails, les couleurs. L'ordinateur, tout ce qu'il voit, ce sont des représentations numériques de l'image. Donc, vraiment, ce sont des chiffres que l'ordinateur voit. So here we have an example where we have a grid, a 16 by 16 grid. Donc, on a une grille où on a 16 pixels par 16 pixels. And each pixel in this grid is represented by a square. And a pixel can either have a value of off or on. Donc, on a des pixels, 16 pixels par 16 pixels. Donc,
ça représente notre image. Et chaque pixel peut avoir une valeur de on ou off. Donc, ici, on commence avec tout étant éteint. And so this is what we see. When everything is off, we just see a black screen. And what Wally sees is a whole bunch of zeros. We could then decide to turn just a single pixel on. So, on peut décider d'allumer seulement un pixel. Puis là, vous voyez la représentation interne de Wally. On vient de passer à tout des zéros à des zéros avec un seul 1. So this is what we would see in an image, and this is what Wally would see. Wally really sees the numbers. So it turns out that just seeing black and white is not very useful. De voir juste en noir ou en blanc, c'est pas tout le temps utile. Donc, ce qu'on fait souvent pour des ordinateurs, c'est qu'on peut représenter différentes teintes de gris. So what we could do with computers is we can actually represent all sorts of different shades of gray. And a typical computer actually understands shades of gray from 0 to 255. So a 0 means completely black, and 255 means completely on. And we can have all sorts of values that range in between. So you can see here, some little bit of gray would be a 200 value. And then the more and more closer we get to black, the closer we get to the values of 0. Donc, pour les ordinateurs, on a des valeurs qui peuvent aller de 0 à 255. 255 étant la valeur maximale. Donc, le pixel est complètement allumé. Puis, 0 étant la valeur minimale, avec des valeurs intérimaires. Donc, ici, on voit, par exemple, une teinte de gris à 200. Ensuite, on continue à 100 et on peut diminuer la valeur. Donc, avec ça, on arrive à avoir un peu de contraste. Mais au final, tout ce que Wally continue à avoir, ce sont juste des numéros. Donc maintenant, si on revient à notre question de tout à l'heure, qu'y a-t-il dans le placard? Donc, on veut pouvoir reconnaître, par exemple, des t-shirts. Donc, prenons un exemple de t-shirt. So, if we go back to our example from before, let's take an example of a t-shirt. And so, how do we represent this t-shirt to Wally? On a une question de Nicolas. So that's a very good question, Nicolas, so I'll read it out loud. Do computers work with shades of gray or with RGB color code? So the short answer is both. You can actually represent an image as grays or RGB. And for today, we're just going to focus on the grays. There's a whole other talk that we can do on RGB, but the RGB is an extension of the gray. Donc, la question de Nicolas, c'est en fait, est-ce que les ordinateurs travaillent seulement avec les teintes de gris ou bien également avec des couleurs? Puis, évidemment, la réponse, c'est que les ordinateurs sont également capables de démontrer de la couleur, mais pour aujourd'hui, on va vraiment juste se concentrer sur l'exemple du gris parce que c'est plus simple à visualiser. Et éventuellement, ça prendrait une autre conversation pour parler de comment traiter les images couleurs. That's an excellent question, Nicolas. So let's get back to it. How do we actually represent this t-shirt to Wally? Donc, si on reprend notre exemple, si on prend une grille qui est seulement 28 par 28 pixels, vous pouvez vous imaginer, on n'a pas une très très bonne résolution. N'en reste-t-il pas moins qu'on peut identifier cette image-là à Wally? So if we have a very small grid, let's say 28 pixels by 28 pixels, so it's a very small resolution, we can already start representing things to Wally that can maybe be understandable to humans. So this ends up being what we see with all the pixels being turned on and turned off. And I purposely made it such that you can really see the different values of the pixels. So you can see this is a bit different of a gray, and here a different gray. Here is a bit more white. Here is a bit like completely black. And over here, you can see the actual representation. So this is just a one-to-one mapping of how we would represent this exact image to a computer using this grayscale representation. Donc c'est vraiment ces chiffres-là sont vraiment une représentation directe de ces pixels-là. Puis c'est comme ça que les ordinateurs pourraient stocker une image telle qu'on la voit ici. Donc ça, c'est vraiment l'image en tant que telle qu'elle serait représentée par l'ordinateur. Okay, so now let's go back to trying to understand how we could actually teach Wally the difference between the different items. Donc, on a vu tout à l'heure, lorsqu'on regardait dans le placard, il y a toutes sortes de différentes personnes qui ont eu toutes sortes de différentes réponses du contenu du placard. So, you had all sorts of different answers as to what was in the closet, but let's say we wanted to be able to recognize them one item at a time. Donc, comment est-ce qu'on ferait pour apprendre à Wally comment voir tout ça, un item à la fois? So the quick answer is, Wally is capable of seeing just the numbers. On vient de voir que Wally, en fait, ne peut voir que les chiffres. La représentation en tant que telle de l'image, ça, c'est vraiment l'être humain qui est capable de l'apercevoir. Mais Wally, lui, ce qu'il voit, c'est seulement les numéros à l'intérieur. Donc, on doit trouver une certaine manière de lui apprendre comment voir à partir des numéros. So, essentially, Wally can just see the numbers. So, we have to think of a way to teach Wally how to see from just these numbers.
So one thing that we can think of doing is, for example, zooming in on a specific section and say, maybe we should try and look for things that look like a sleeve. Donc, peut-être qu'on essaierait de retrouver des patterns qui ressemblent plus à une manche. Donc, on pourrait penser, par exemple, de dire, quand on voit une frontière avec du noir et plus de blanc à l'intérieur, c'est possible que ça pourrait ressembler à quelque chose qui ressemble à une manche. Et donc, on pourrait penser à dire à Wall-E, cherche des manches. Puis peut-être que ça t'aiderait à retrouver des chandails. So that's maybe one strategy that we could do, is just say to Wall-E, look for things that might look like a sleeve. But then how do you even represent a sleeve, right? That could actually be pretty difficult. But still, we can think of a way to implement some kind of sleeve detector. So let's look at what that might look like. Donc, regardons de quoi ça pourrait avoir l'air. Donc, nous avons notre image. Et admettons qu'ici, il s'agit d'un détecteur de manches. Donc, Wall-E pourrait tout simplement essayer de passer au travers toute l'image, son détecteur de manches, puis de dire, est-ce que j'ai détecté une manche? So, you can try to pass this across the entire image. So here we're only going left to right, but you could go left to right, up, down, pretty much go the entire image and say, given my sleeve detector, did I detect a sleeve? Puis on pourrait pareillement dire, non seulement on détecte une manche gauche, mais peut-être qu'on aurait un autre détecteur entièrement à part pour une manche droite. So maybe we might have a detector, completely separate detector for a right sleeve. And given enough detectors, you can then maybe combine them. Donc, avec assez de détecteurs, peut-être qu'on peut dire, j'ai reconnu une manche gauche, j'ai reconnu une manche droite. Peut-être que je peux les combiner ensemble pour pouvoir me dire qu'il s'agit d'un t-shirt. So maybe I can then try to combine all of these things together to say, well, okay, maybe this might be a t-shirt. Mais par contre, vous pouvez voir comment ça peut devenir très complexe. I mean, you can imagine how this can become very complex very quickly. How do you possibly represent all different types of sleeves? Donc, comment est-ce que ce serait possible même de dire, on va prendre tous les exemples de manches puis essayer de les représenter? And then imagine you have to go and do this for all sorts of sandals or for shirts. Donc, imaginez maintenant que vous devez passer non seulement à travers tous les types de manches de t-shirts, mais en même temps ne pas les confondre avec des manches de chandail ou des manches de manteau. So you might actually end up detecting sleeves of a coat or sleeves of a jacket. So this becomes a very difficult thing to do. So while we could try and just sit there and try to figure out exactly all of the different detectors that we can do for Wall-E, one thing that we can actually do is let Wall-E learn it by himself. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de simplement laisser Wall-E apprendre par lui-même. Et il s'avère qu'il y a des méthodes qui existent aujourd'hui. Donc, this is what kind of deep learning is all about, or machine learning in general, is to let the machines learn by themselves what is actually the most useful thing to detect, let's say, that a shirt is a shirt. Donc, il existe des méthodes aujourd'hui où, plutôt que d'essayer de nous-mêmes essayer d'informer Wall-E, essayer de détecter une manche pour trouver un chandail, laissons Wall-E de lui-même apprendre quelle est la manière optimale pour représenter ces objets-là. So now I'm going to go a bit quickly into like deep learning and what that is and how we can actually use it. Donc maintenant, je vais passer un peu plus dans les détails de l'apprentissage profond, puis comment on pourrait l'utiliser dans ce cas-ci pour résoudre le problème de identifier différemment. So the first thing that we have to do is we have to equip Wall-E with a sort of artificial brain to be able to process stuff. Donc la première chose que nous devons faire, c'est en fait de doter Wall-E avec un certain type de cerveau artificiel qui nous permettrait de classifier différentes images ou d'interpréter les différentes images. Et ici, je mets cerveau entre guillemets, so just a big heads up here, I'm putting brains really in big quotation marks. It's not an actual brain that we're putting in there. C'est pas vraiment un cerveau qu'on va mettre à l'intérieur. It's really just a kind of algorithm that allows us to interpret the images. C'est vraiment un algorithme qui va nous permettre d'interpréter les différentes images. So what does this algorithm look like? À quoi va ressembler cet algorithme? C'est pas toujours nécessairement évident de les représenter, mais au final, ce que ça fait, ça va prendre une image en entrée. So it's going to take all of these numbers as an input, and we're going to feed it through some kind of algorithm that we'll look at a bit more in detail. And the idea is to then, as an output to this algorithm, have some kind of idea of what should be the classification associated to this image. Donc, l'idée, c'est, en fonction de notre algorithme, de passer une image avec les chiffres que nous avons vus et d'essayer d'obtenir en sortie une certaine probabilité qu'il s'agisse de l'objet auquel nous pensons qu'il s'agit. So, here we have a t-shirt,
And we want to have some kind of algorithm that takes in all of these numbers, crunches the numbers, and gives us a probability of, I think there's a high chance that this is a dress or a shirt or a sneaker. Donc, nous voulons un algorithme ici qui va prendre en entrée tous les chiffres qui représentent le chandail et qui va nous donner en sortie une probabilité qu'il s'agit en fait vraiment d'un chandail ou d'une robe ou de chaussures, etc. Donc, these are the types of algorithms that we're actually looking for. That's going to convert these numbers into some kind of prediction. So one of these kinds of algorithms that end up being very useful in practice are convolutional neural networks. Un type d'algorithme qui nous permet de résoudre ce problème-là et qui s'avère être vraiment utile en pratique sont les réseaux de neurones à convolution. So what is a convolutional neural network? Essentially, it's this giant network of learnable parameters where Wall-E could then go and adjust all the different parameters by himself and try to interpret the image. Donc, il s'agit d'un énorme réseau où il y a toutes sortes de paramètres que Wall-E peut apprendre à gérer de lui-même. Et l'idée, c'est en fait de prendre en entrée une image, de l'analyser à l'aide de toutes sortes de filtres, comme nous avons vu tout à l'heure, toutes sortes de détecteurs, on peut y penser comme ça. Puis, à l'aide de toutes sortes de détecteurs, de pouvoir essayer d'apprendre comment distinguer les différents objets que Wall-E pourrait éventuellement reconnaître. So the idea here is, as we've seen before, we had a kind of, this sleeve detector that we were talking about. So now this giant neural network will have essentially thousands of these detectors, a lot more than thousands actually, but many, many, many of these detectors that you can then go and pass all over your image. And given the detectors and how they react to certain objects, then you can go ahead and make a prediction. So how does the training actually look like? Comment est-ce qu'on fait pour vraiment entraîner ces réseaux de neurones-là? So it all starts with, essentially, you can think about it as a teacher. Donc, ça commence avec quelqu'un qui va essayer d'entraîner Wall-E. Donc, ça, on peut penser à ça comme un professeur. And the role of the teacher, usually, this is us. So we're trying to teach these machines. Donc, le professeur ou celui qui va essayer d'entraîner l'algorithme, en général, on peut penser à ça comme c'est nous-mêmes. Donc, nous essayons d'apprendre à Wall-E comment pouvoir classifier les différents objets. So what are we trying to do here? We have a whole bunch of different images, and we're trying to get Wall-E to predict, given a certain image, the right actual classification to this image. Donc, qu'est-ce que nous essayons de faire ici? Nous avons toutes sortes d'images, et nous voulons les présenter à Wall-E. Donc, chacune de ces images, une collection de chiffres différents. And by showing them to Wall-E, we want then Wall-E to be able to give us an actual representation. So when we first start training our model, Wall-E kind of has no idea what these things are. So he might make some random predictions, and they're all sort of completely junk predictions. Wall-E has no idea. He's never actually seen t-shirts before, never actually seen a dress before. So he will just say, I think this is a t-shirt, I think this is a bag, but these are clearly all the wrong predictions. Donc, au départ, lorsque Wall-E débute, il n'a aucune idée en fait comment représenter ces objets-là, il n'a aucune idée de ce qu'ils représentent. Donc, au départ, toutes les prédictions que Wall-E va faire vont certainement être erronées. And so we ask the question of Wall-E, what do you see? Wall-E gives us all of these junk predictions, and it's then the role of the algorithm, or our role, the way that we set up this algorithm, to then teach Wall-E. We say, actually, this was wrong, and that was wrong. This guess here, that was actually the good guess. And this guess here, that was wrong. And not only were they wrong, but here were the correct answers. Donc, lorsque nous entraînons Wall-E, au fur et à mesure, ce que nous faisons, ce que nous implémentons comme algorithme, en fait, c'est de dire, cette première prédiction, elle n'était pas correcte. Il fallait en fait prédire que c'était une robe. La deuxième prédiction également n'était pas correcte. Il fallait prédire que c'était un manteau. And so on and so on. Donc, on continue comme ça. Et en fait, ici, je vous mets la seule équation mathématique qu'on verra dans cette diapositive. Le but, ce n'est pas de passer au travers, mais de vous faire comprendre qu'en fait, grâce à cette équation mathématique-là, Wall-E peut donc aller mettre à jour ses prédictions pour le futur. So here I'm presenting to you essentially the only math that you will see in these slides. The point here is not to actually go through the mathematics of it all, but these are the equations that would then allow Wall-E to say, given what I've seen here, and given what I was supposed to predict, this is how I'm actually supposed to now update my network and go and make better predictions in the future. So what does that mean to go and update this network and make better predictions in the future?
Qu'est-ce que ça veut dire donc d'aller mettre à jour le modèle et de faire des meilleures prédictions dans le futur? Well, essentially, the neural network is a whole bunch of different parameters. And what that means, what you can think about it, is essentially a whole bunch of knobs. Donc, vous pouvez penser au réseau de neurones avec lequel on a équipé Wall-E comme toutes sortes de valves. Donc, vous pouvez aller ajuster ces valves. You can adjust these knobs. And of course, you can put things all the way to the max, completely to zero. It's not clear what the best configuration might be. Donc, vous pouvez ajuster ce tableau pour aller mettre tous les boutons au maximum, au minimum. Ce n'est pas nécessairement clair comment les ajuster de manière optimale. So, what is the best configuration? And how do we find this best configuration? And the answer is it's actually a very difficult problem to find these best configurations. However, there is some math that allows us to tell Wall-E, well, given what you've seen and given the answers that you've given, these were wrong, but here is a bit of a recipe to adjust these. So do some fine adjustments, and then you'll be able to get a better answer. Donc, en fonction de ce que Wall-E a vu dans le passé, puis en fonction de cette fonction mathématique-là, ça donne un certain indice à Wall-E dans quelle direction aller tourner les boutons. Donc, est-ce qu'on veut un peu plus de prédictions sur les manches, un peu moins de prédictions sur des lacets ou toutes sortes d'objets? Ce n'est pas nécessairement clair pour un humain comment aller tourner ces différents boutons-là, mais avec l'aide de cette équation mathématique-là, which is gradient descent, we are actually able to give Wall-E his own way of figuring out how to turn these knobs. Donc, avec ces équations-là, on est vraiment en mesure de donner à Wall-E un algorithme qui lui permet de décider de lui-même la manière optimale de tourner ces boutons-là. So the idea is that eventually we get to a representation where Wall-E actually has learned something useful. Donc, si on continue à entraîner Wall-E de plus en plus, éventuellement, on va avoir un modèle qui devient de plus en plus utile, qui commence à reconnaître les objets. Donc, auparavant, avec ces mêmes exemples, Wall-E n'avait pas réussi à trouver la bonne réponse. So, before Wall-E was only able to get 1 out of 4 correct. And if we train Wall-E enough, and if we do enough updates with this mathematical equation, then actually we start seeing that Wall-E does better and better over time. Donc, on peut voir au bout du compte que Wall-E commence à devenir de plus en plus performant grâce à ces algorithmes. So the idea is then that we train this on a training set. So we have a set which Wall-E can then look at, and we will evaluate Wall-E on the training set, but then we want to see that Wall-E can actually generalize to examples that it's never seen before. Donc, on va entraîner sur des exemples que Wall-E va pouvoir voir au fur et à mesure et se corriger. Mais pensez de la même manière à Wall-E comme un élève à un examen. Si on vous donne les mêmes questions à un examen que les questions sur lesquelles vous avez étudié, vous pouvez simplement copier les réponses. So think of Wall-E like a student going to an exam. If we give you the exact same questions on the exams as the questions that were given to you as homework, you don't need to necessarily understand what's going on. You can just copy the answers and eventually get the right answers. So this actually ends up happening in practice with computers when we try to train them. It's possible sometimes that they learn things that's not actually what we wanted them to learn. So to kind of mitigate this, what we tend to do in practice is we take a training set, and these are the only examples that Wall-E gets to see. So en pratique, pour éviter qu'un modèle apprenne à tricher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un jeu de données d'entraînement. Puis ceux-ci sont les seuls exemples que Wall-E va pouvoir voir lors de son entraînement. Wall-E never gets to see the examples that come from this test set. So the idea is that we're going to train on this, and we're then going to evaluate on this separate test set. And if Wall-E does well on the examples that it's never seen before, then there's a good chance that maybe Wall-E has learned a useful representation for these images. Donc si Wall-E apprend à reconnaître les objets de manière convaincante sur des exemples qu'il n'a jamais vus, c'est là où l'algorithme devient vraiment utile. Et peut-être qu'en fait, au bout du compte, on peut donc attribuer à Wall-E la capacité de reconnaître des objets qu'il n'a jamais vus auparavant. So I hope this was clear so far. And I mean, of course, I'm going to take maybe just a quick time out here, just because I've been talking a lot. Peut-être juste prendre une pause ici, puis vraiment vous encourager, si vous avez des questions à date sur tout ce que nous avons vu, now's the time. Please go ahead, raise your hand, write in the chat, any kind of questions. And of course, if there are no questions, I'm happy to continue. Okay, so there are no questions, so I'll continue.
Donc, il n'y a pas vraiment l'air d'avoir de questions, mais je vous encourage tout de même, si vous en avez, de poser des questions. So now we're going to take a bit of a disconnect and we're going to take a bit of a turn. Donc, on va maintenant peut-être passer aux choses un peu plus sérieuses et on va regarder ensemble un exemple de programmation. So up until now, you know, it's been kind of a cute presentation. We had a cute robot trying to look at a specific task of recognizing images. But now let's try to look a bit more in detail what this means to actually do this in real life. Donc, je comprends que le programme Technovation, vous allez devoir mettre en pratique vous-même ce genre d'algorithme-là. So now, je veux prendre le temps avec vous de vraiment m'assurer que vous puissiez avoir un exemple de comment appliquer ça en pratique. So, how do we actually implement this? What does it mean to actually make these computers learn? Donc, nous avons vu comment l'apprentissage profond nous aide à classifier des images. So we saw essentially a sketch of how deep learning works to help us classify images. But how do we actually do this in practice? And so now I'm going to give you sort of the steps, the recipes to go through it yourselves. And we're then going to go through an actual coding exercise together where I'll step through a whole bunch of the code and explain to you how to actually train this thing in practice. Donc, ensemble, on va maintenant regarder un exemple concret d'application, puis on va coder ensemble un algorithme qui va nous permettre de reconnaître des images. So first things first, to be able to train any kind of model, we need a labeled data set. Donc, toute chose, avant de commencer, pour pouvoir entraîner un modèle, nous avons besoin d'un jeu de données qui est étiqueté. So what does it mean for a data set to be labeled? If you recall sort of what we were doing before with Eve and Wally, essentially as Wally was making guesses, some of these guesses were incorrect and we were teaching Wally how to get the actual correct answer. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, l'exemple que nous regardions ensemble, lorsque Wally faisait des mauvaises prédictions, on devait par la suite aller mettre à jour les prédictions, puis donner les bonnes réponses à Wally. So these right answers, they don't come free. We need to provide them in some way or other. And in many ways, essentially, the only way to do it is to label data ourselves. Donc, la seule manière vraiment de donner accès à ces étiquettes, c'est de le faire manuellement, puis d'aller un par un à toutes les différentes images, de dire là, il s'agit d'un chandail, il s'agit d'une chemise, il s'agit d'un soulier. So essentially, we have to go and manually label one by one all of these images. Now, this could take a very long time. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, des fois, d'étiqueter un jeu de données. So what we typically do is we go and look for a data set that's already been labeled. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est que, surtout pour implémenter ce genre d'algorithme-là, on essaie de trouver un jeu de données qui a déjà été étiqueté. And if it doesn't exist for the specific task that we're looking for, then we have to start being clever maybe on how we can actually get access to this kind of data. Donc, si les jeux de données qu'il vous faut pour votre tâche en particulier n'existent pas encore, c'est là où il faut peut-être vous poser la question, comment est-ce qu'on pourrait avoir accès à ces données-là? So the specific data set that we're going to look at is FashionMNIST. Donc, nous, on va utiliser un jeu de données en particulier qui s'appelle FashionMNIST. Vous avez le lien dans les diapos. You have the link in the slides if you want to go and check out what FashionMNIST looks like. But essentially, it's a whole bunch of images. So we have 60,000 training images and 10,000 test images. So a total of 70,000 images that are all these small, very low resolution, 28 by 28 images. All of them are in grayscale. And each one of these images is actually accompanied with a description. So we have a label. And for each one of these images, it'll tell you this is classified as a shirt. This is classified as a dress. This is classified as a shoe. So that's really the first step. And this is the data set that we'll be using. The next step that we need to do is we need to actually define a neural network. Oh, yeah, and Genevieve, thank you for putting the link to FashionMNIST in the chat. Donc, Genevieve vous a mis le lien de FashionMNIST dans le chat également. So the first thing we need to do is we need to define a neural network. So like I mentioned before, we need to equip Wally with this sort of artificial brain, this kind of algorithm that will allow Wally to come up with predictions. And essentially, how we do this is by defining it through code. Donc, je vous ai mentionné tout à l'heure que nous devons donner une sorte de cerveau artificiel à Wally. Donc, ce cerveau-là, en fait, ça va être un réseau de neurones à convolution. Puis, on va l'implémenter à l'aide de code. Donc, ici, en fait, c'est du code PyTorch pour pouvoir implémenter un réseau de neurones à convolution qui est relativement simple. So this is a relatively simple convolutional neural network. Now,
I should probably give a disclaimer. For those of you who have never used PyTorch before, and for those of you who have never implemented any kind of deep learning algorithm before, this might seem almost like a foreign language, and it might not be necessarily obvious as to what's going on. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait ça auparavant, ça peut peut-être être, ça peut peut-être vous ressembler comme une langue étrangère, ça peut être assez difficile à comprendre. But if you're used to these kinds of things, you would actually recognize a lot of these operations. Donc, si vous avez l'habitude, vous reconnaîtriez toutes sortes d'opérations. Le but d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement de comprendre ligne par ligne ce qui se passe. The goal of today is not necessarily to understand exactly line by line what's going on, but just to have an idea as to how we can actually define these giant neural networks. Donc, l'idée, c'est vraiment juste de comprendre comment est-ce que nous pouvons définir ces réseaux de neurones. So we really use here a framework called PyTorch. Donc, nous utilisons ici une librairie qui s'appelle PyTorch, qui nous permet de mettre en place ces algorithmes-là de manière beaucoup plus facile. And the next step is that we then want to train our network until it converges. So once we have our training data set, once we define our model, we then want to train our model until eventually we see a performance that we find acceptable. Donc, ce que nous voulons faire une fois que nous avons défini notre jeu de données, puis une fois que nous avons défini le modèle que nous allons utiliser, nous voulons ensuite entraîner le réseau jusqu'à ce qu'il converge. So this is the equivalent step of asking Wall-E every time, what do you see in this image? I see a sneaker. No, that was wrong. That was actually a shirt. Updating the model until eventually our model gets to a performance that's decently good. Donc, ici, ce qu'on peut voir, en fait, c'est le modèle qui apprend au fur et à mesure. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails de ce que représentent ces graphiques-là, mais en fait, ce qu'on monitore ici, c'est la performance de notre algorithme au fur et à mesure que nous entraînons notre algorithme. Donc, au départ, notre performance est assez nulle, et plus on entraîne notre modèle, on voit que notre performance augmente et augmente et augmente avec le temps, et on monitore deux valeurs. So we monitor two values as we go, the training set accuracy as well as the test set accuracy. And this is just really to be sure that Wall-E hasn't been cheating this entire time. Donc, l'idée de faire ça, c'est juste de s'assurer que notre algorithme n'est pas en train de tricher au fur et à mesure que nous entraînons cet algorithme-là. Okay, so this is kind of the basic recipe that we need to train our network. And now we're actually going to go and do this in practice. Donc, maintenant que nous avons vu plus ou moins les ingrédients qu'il nous faut pour implémenter notre réseau de neurones, on va aller essayer de mettre ça en pratique avec du vrai code. So let's actually go and code this in practice. So there is a link to the Colab. Janvi has just posted it in the chat as well. Donc, il y a un lien envers l'activité Colab que Janvi vient de poster dans le chat. Je pense que pour pouvoir accéder à cette activité-là, il faut être logged in avec un compte Google. So I think you have to be signed in with a Google account to be able to view this assignment. So hopefully all of you have used Colab in the past and are logged in. If you aren't, we could eventually maybe after this share a version that would work offline, but it would require a bit more setup. So it's a bit more complicated. Donc pour ceux qui n'ont pas nécessairement accès à un compte Google, c'est un peu plus complexe de mettre ça en place, mais on pourrait toujours s'organiser pour mettre ça en place éventuellement par la suite. All right. So first things first, maybe in the just to get an idea, actually, I'm not sure if most of you have used Colab or not. Some of you might not have used Colab. So I will do a quick introduction to what Colab is. Donc, certains d'entre vous ont certainement utilisé Colab dans le passé, mais c'est possible aussi que certains d'entre vous n'ont jamais utilisé Colab. Donc, je vais juste faire rapidement une introduction à ce qu'est Google Colab. So, what is Google Colab? It's essentially a giant notebook that allows you to run code. Donc, c'est un gros notebook qui vous permet de rouler des cellules une à une et d'exécuter du code. So it allows us to execute code, and the specific collabs allow us to execute Python code. Donc, c'est vraiment du code dans le langage Python. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le langage Python, c'est tout un langage à apprendre en soi, un langage quand même accessible, facile à apprendre. Donc, je vous encourage à apprendre, surtout si d'implémenter des algorithmes, c'est quelque chose qui vous intéresse. So it's a pretty accessible language to learn, Python in general. And if you are interested in implementing algorithms, specifically machine learning kind of algorithms, Python tends to be a favorite in the machine learning community. So first of all, to get started,
the one thing I would recommend, donc avant de commencer, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer une copie dans Drive. So create your own copy. Otherwise, I don't think you'll be able to look at the outputs. So if you click here, save a copy in Drive, it'll essentially just open a new window. Donc si vous cliquez sur sauvegarder une copie dans Drive, ça va vous ouvrir une autre fenêtre, and then it'll be called, copy of Code with Me. Donc ça va vous créer juste une copie. Puis cette copie-là vous appartiendra. Donc, si vous faites des modifications, vous serez en mesure de pouvoir garder ces modifications-là dans le futur. So, now how does a collab actually work? Donc, comment est-ce qu'un collab fonctionne? Vous voyez ici, à chaque cellule de code, je peux aller entrer du code, mais je peux également cliquer sur un bouton Play. So, I can always hover here over a cell and click on Play. So, I'm going to start and press Play here. So the first thing that it's going to do, it's going to think a bit. You can see here it's connecting. So right now, it's just connecting me to an actual computer. Donc la première chose que ça va faire, c'est que ça va me connecter à une instance. Donc ça me donne accès à des ressources pour pouvoir aller faire des calculs. So the first thing that we do here is you can see we're actually downloading this data set. So we're going to be using PyTorch's built-in data sets. And luckily for us, the fashion MNIST dataset that we're using already exists within the PyTorch ecosystem. So it's really easy to just get it downloaded and to be able to work with it quickly. Donc ici, la première chose qu'on fait, c'est on va aller chercher la librairie PyTorch qu'on va utiliser tout au long de ce tutoriel. Et une chose qui est vraiment agréable avec PyTorch, c'est que ça nous donne accès au jeu de données que je vous ai mentionné, qui est le fashion MNIST dataset. Donc, en gros, ça s'occupe de faire tout le téléchargement pour nous. So it downloads all of the data for us. We don't need to worry about going on a separate website and downloading it. Everything just gets downloaded and processed into this variable. Donc, tout se fait, en fait, sauvegardé dans cette variable. Et ici, je fais la distinction. Donc, we have here the difference between our training set and our testing set. So, ici, on a deux différents jeux de données, notre jeu de données d'entraînement et notre jeu de données de test. Okay, so now that we have our actual data set, let's go ahead and look at what it actually contains. Donc, maintenant que nous avons notre jeu... Oh, yeah. Just before we move on, if everyone could put a thumbs up reaction or any type of reaction to let us know that you made a copy of the notebook and you've run the first cell. So you should see that little check mark by the left. There we go, Jeremy's showing it. And then once you put your thumbs up, we know that we're ready to move on. I don't think I see the thumbs, Janvi, so I'll let you tell me when we get enough thumbs up. We had a lot, so I think we're good to go. Thanks, Jeremy. Excellent. All right. So yeah, thanks everyone. And yeah, also, if there's anything not clear, please just ask in the chat and I'll go back on stuff, especially for this coding part. Donc, je répète, si jamais il y a quelque chose de pas clair, arrêtez-moi, surtout dans la partie code, ça peut être un peu plus mêlant. So we'll go back to the chat. I'm always keeping an eye on the chat. So someone asked, would it be more efficient if we used from torch import star? Donc, quelqu'un demande, est-ce que ce serait plus pratique de faire from torch import star? La réponse courte, c'est il y a plein de différentes manières d'écrire du code qui va faire la même chose. So the short answer is there are a million ways to write code that do the same things. There are good reasons to do an import star. There are bad reasons to do an import star. I personally avoid as much as possible doing an import star. But it's a bit of a technical question. I'm happy to chat about this offline, but I don't think it's very relevant right now. But the short answer is if you do an import star, you don't always necessarily explicitly know what you've imported, and then that can lead sometimes to some nasty surprises. So I try to avoid the import stars. But thank you for the question. Okay, so let's move on to our first cell. Donc, commençons avec la prochaine cellule. So the first thing that we are going to do here is just look at the contents of our data set. Okay, so tout ce qu'on va faire ici, c'est essayer de comprendre ce que nous venons de télécharger comme jeu de données. Donc, la première chose qu'on fait, on va juste compter combien d'exemples nous avons dans notre jeu d'entraînement, puis combien d'exemples nous avons dans notre jeu de test. So here we're only counting how many samples we have in our training set and how many samples we have in our test set. And you can see we have 60,000 and 10,000. So this is exactly what we would have expected, but it's good to check.
But another thing here that I'm doing, it's not necessarily very obvious, but in these two lines, what I'm doing is I'm just making sure that we have as many labels as we have data in our code. Donc ici, dans ces deux lignes-là, ce n'est pas nécessairement évident, mais je veux juste m'assurer que nous avons autant d'étiquettes que nous avons de données. So it's a bit of a sanity check. And here also, for those who are curious, you can also uncomment this code and check out the type of the actual data. Donc ici, si vous êtes un peu plus curieux, vous pouvez aussi enlever les commentaires, puis voir de quel type de données il s'agit. So if we look at the data itself, you'll see that it's torch.tensor. So la structure de données interne que nous utilisons dans le programme PyTorch, ce sont des tenseurs. Okay? Donc c'est un peu plus technique comme détail, mais ça reste intéressant à savoir pour ceux qui s'intéressent à ce genre de détails-là. The next thing that I want to do here is I want to look at the actual targets that are in our code. So if we look at the different contents of our set, we'll see that we have this .data, and we also have this .target that we can access. So if we just simply run and see what we find inside this .targets, you'll see that it prints this really long tensor. Okay, donc si on fait juste que regarder le contenu de targets, on va voir que ça, c'est un long tenseur. Et what we can also do is we can maybe try and see what kind of shape it has. Donc, on peut regarder la taille. Est-ce que ça nous dit que c'est un vecteur? So it's a vector that has a size of 60,000, which is what we expect. The targets are the labels, so we have 60,000 labels. But if we look at the actual contents of the labels, so let's look, let's say, at the very first label. Oh, sorry, I think I'm in. Okay, so let's look at the very first label. The first label is a 9. Okay, so what does that mean that the first label is a 9? And let's continue looking at the next label. The next label is a 0. And in fact, we can look at the first 10 labels, and you'll see that the labels are just these numbers between 0 and 9. And if you do a full inspection of the data, you'll see that of the targets, you'll see that you only get these numbers between 0 and 9. Donc, si vous inspectez manuellement toutes les étiquettes, vous allez voir que nous avons tout seulement entre du 0 et du 9. So why is that? The simple reason is for the same reason that Wally can't see images, Wally can't read text. Donc, Wally n'a aucune idée comment lire du texte. Donc, la manière la plus simple de dire à Wally de quel objet il s'agit, c'est de représenter les objets par des chiffres. So the simplest way to tell Wally what an object is to represent an object by its actual number. So here, if this is obtained directly from the data set, you can go and pull this from the original website, but this is essentially a map that tells us what these numbers represent. So every time I see the number 9, this actually represents an ankle boot. Every time I see the number 0, this represents a t-shirt, et cetera, et cetera. So this is our mapping that we're going to teach Wally. And Wally actually learns to give us as an answer these numbers, not the actual text that's associated. If we are curious to know what the text is, we absolutely need to have this mapping to make sense of it afterwards. Okay, so let's look at this a bit more in practice. In this cell, here I'm going to run it. And what the output that we get here, what I'm doing here is I'm essentially printing for each one of the different images, the associated label that we have. Donc ici, ce que je fais, c'est un peu de code, tout simplement pour pouvoir visualiser les données que nous avons. Ce qu'on voit ici, c'est pour chaque image, il y a une étiquette d'associé. So here you can see this is label 8 or target 8, this is target 0, this is target 1. So let's look at our dictionary just to be sure that things make sense. So this one, target 8 here, target 8 is a bag. Great, this looks like a bag. What about this one? Target 0 is a t-shirt or a top. Great, that seems to line up. Donc, tout ce que nous faisons ici, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se cache dans ces données-là, puis de comprendre la représentation des données dans ce jeu de données en particulier. So here, we're really just trying to understand the composition of these data sets. And if you want to look at different examples here, all you have to do is just play around with this index that we're indexing from. So here I just offset it by 100, but you can offset it by whatever values, and then different numbers will come out. So ici, si vous voulez juste aller voir différents exemples, tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement changer l'index auquel nous commençons de compter, and you will see the different values that get associated. Donc ici, on a un soulier, ça nous dit que l'étiquette qui vient dans le jeu de données, c'est le numéro 5. If we look at number 5, actually, donc c'est pas vraiment un soulier, c'est une sandale. Donc c'est bien, ça me corrige aussi. J'aurais pas eu la bonne identification. Donc Wally has to learn that this is a sandal and not a shoe, and maybe this has been made a bit obvious by the black in there that is like actually seeing through it.
Okay, so now in this next cell, I'm going to just continue exploring a bit of this data. So this is more code just to be able to visualize some of the data. It's not necessarily important to understand how this code actually works, but for those of you who are interested, this is all the code to generate various figures. Target the class. Okay, sorry. So here I just forgot to run this cell. So I'm going to run this cell. What's going on? Did it run? Okay, it ran. So now this should actually work. Okay, so this is also a good lesson for Jupyter Notebooks and Colabs. You should always be running the cells one by one. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à prendre en compte lorsque vous jouez avec des collabs. Souvent, on s'attend à ce que toutes les cellules soient exécutées les unes après les autres. Si les cellules ne sont pas exécutées, tout le code qui s'y trouve ne sera pas utilisé. So if you don't run them one by one, any code in a cell that wasn't executed will not be displayed. So that's why I just got that error here. Okay, so in this code, what am I looking at here? Essentially, for each row, I am printing a whole bunch of different examples from that class. Donc ici, pour chaque rangée, ce que je fais, c'est que je prends une certaine catégorie et je regarde différents exemples un peu aléatoires de ce que nous pouvons nous attendre à retrouver dans notre jeu de données. So it's just a whole bunch of samples, like what does a dress look like? What are the different dresses in our data set? What are the different coats that might look like in our data set? What are the different sandals? Donc vraiment juste des exemples de ce qui se trouve dans notre jeu de données pour se familiariser un peu avec notre jeu de données. This next code, I added it here. Ce prochain code ici, je l'ai ajouté. Donc ça ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est on regarde les différents exemples entre le jeu d'entraînement et le jeu de test. So this is, again, more code to display. It's a bit less interesting to go through code that helps you to display stuff, but it's there if you want to consult it. And the main idea is to just get some ideas that, some intuition that the training set and the test set are different enough that it's interesting. Donc, on veut juste s'assurer ici que les jeux de données d'entraînement et les jeux de données de test ont des différents exemples. So here you can see a whole bunch of t-shirts from the train set, and here you can see a whole bunch of t-shirts from the test set. Donc ici, on peut voir, par exemple, toutes sortes de robes du jeu de test, et ici, on peut voir toutes sortes de robes du jeu de données d'entraînement. Et l'idée, c'est de dire les robes vont être assez différentes. Donc, Wally va potentiellement apprendre quelque chose d'intéressant. The next code here, this is also just some visualizations. This is the code I used to be able to display the thing that Wally sees. Donc, ça ici, c'est simplement du code pour plus de visualisation. C'est la même image que vous avez retrouvée dans les diapositives. Mais si jamais vous êtes curieux comment on peut faire pour représenter cette même image-là, j'ai mis le code ici pour les reproduire. So this is really just, if you're ever curious, how do we actually display this image? This is just some helpful code that would actually allow you to do this. Okay, let's get to a bit more interesting part. Donc, passons aux choses un peu plus sérieuses en ce moment. Là, ici, on va redéfinir les mêmes jeux de données. Par contre, on va devoir rajouter une petite transformation ici. So here, we're redefining the exact same data set. However, we are going to use an extra bit of a transform here, just to say every time you access a piece of data, give it back to us in a tensor form. So the reason why we do this is because PyTorch expects everything to be in tensor form. So this is the kind of way to say, transform all of these images in a useful form that PyTorch can understand. So this is what these two bits of code here do, is we're just redefining the data set, but with this additional transform here that tells it, give me the images in actual tensor form. And this here is a bit more of a PyTorch way of doing things. Donc la deuxième partie ici, c'est plus une manière à la PyTorch de faire les choses. Donc, qu'est-ce que ça fait ici? C'est que ça va prendre nos jeux de données, puis ça va les envelopper dans un data loader. So it's going to take our data and it's going to wrap it in this data loader class. And the difference between a data set and a data loader, donc la différence entre un jeu de données et un data loader dans PyTorch, the big difference is that we're going to be able to batch these things together. Donc, on va pouvoir en fait mettre ces choses ensemble, puis de présenter plein d'exemples en même temps à Wally. So we're going to be able to present many examples at once to Wally. It would be very slow to train these models if we were just presenting these one image at a time. Donc, ce serait assez lent d'entraîner ces modèles-là si on montrait à Wally une seule image à la fois. And it turns out that it's actually very efficient to do many images at once. Donc, c'est assez pratique de faire plein d'images en parallèle.
So here we're actually defining the size of images that we're showing at once. So here we're defining, we're telling the algorithm, instead of looking one image at a time, look at 512 images at a time. Donc ici, ce que nous indiquons à l'algorithme, c'est plutôt que de regarder une image à la fois puis de faire l'entraînement, fais ton entraînement en parallèle sur 512 images à la fois. So that's just some PyTorch kind of technicality. So we run this, and now we have our data sets ready for our network. This is where it gets a bit more interesting. I'm just going to go down here a bit. Donc c'est ici où ça devient un peu plus intéressant. C'est là où nous définissons le modèle en soi. So this is like where we actually define the convolutional neural network. I'm not going to go too much into the details of what each of these layers do, but we're going to look at some of them. Donc, on ne va pas aller trop dans les détails à ce que chacune de ces lignes exécute, mais on va regarder à certains aspects. So the first thing first is we have here this whole block that defines our set of convolutional layers. Donc ici, c'est un premier bloc où on va vraiment regarder toutes les différentes couches qui vont avoir des convolutions. So all the convolutional layers, we define them here. And actually, as far as neural networks go, this is a very small neural network. Donc, quand ça vient aux algorithmes d'apprentissage profond, ce réseau-là est considéré assez petit. We only have 2 convolutional layers. So, vous voyez ici, on a seulement 2 couches de convolution. And the different numbers represents all sorts of different things, which we're not going to go too much into today. Unfortunately, we just wouldn't have the time. But it essentially says how many different features do we want to learn. So this determines the size of our network. Donc, les chiffres que vous voyez ici à l'intérieur, on n'aura pas trop le temps de rentrer dans les détails de ce que ça représente. Mais en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ça représente à quel point est-ce que ces couches-là vont être vraiment grosses ou moins grosses et vont contenir plus de paramètres ou moins de paramètres. So after our convolutional layers, we essentially just do a flatten operation. This is just to be able to communicate between convolutional layers and linear layers. And then we do a whole bunch of 2 linear layers actually to be able to get our proper output size. Donc ici, nous avons plusieurs couches par la suite qui nous permettent de passer d'un volume de chiffres en fait à une prédiction. So the most important part here is we say at the end of this, we want a prediction that gives us n classes. So we're predicting over 10 classes. So at the end of the day, we want our network to just output 10 numbers. And this is where we're defining this here. This is more kind of like PyTorch way of doing. So here we define the actual layers, and here we define how these layers interact between them. Donc ça, c'est plus une manière que PyTorch a pour explicitement déterminer l'ordre des opérations. Donc, auparavant, nous avions défini les couches en tant que telles, et puis ici, nous définissons au modèle comment prendre une image en entrée, puis successivement d'appliquer les différentes opérations sur l'image. So we take the image here as an input, and successively, we're going to go ahead and feed it through the different operations until we get our final classification. So this is the gist of it. And here we just have a simple helper model to help us instantiate this model. Donc ici, tout ce que nous avons, c'est une fonction qui va venir nous aider à rapidement initialiser notre réseau de neurones. So I'm just going to run this cell so that we have this all ready to go. And next, also, this is also a bit interesting. I'm going to try and go through it relatively quickly. But essentially here, we have 2 methods. Donc ici, on a 2 fonctions. On a une fonction d'entraînement. We have a train function. And we have here a test function. On a ici une fonction test. Let me just zoom down a little. So here we're actually defining the 2 different behaviors. On définit ici les 2 différents comportements. Quand on est en mode entraînement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire en fait ce qui s'appelle la backpropagation. On va faire la gradient descent, la descente par gradient. Je ne me rappelle plus du terme en français exactement, mais on fait ici de la backpropagation puis du gradient descent. Donc, en gros, tout ce que ça fait ici, c'est ça va mettre à jour notre modèle. So what happens here is we come in and we are going to go through every single one of our images. And essentially here is where Wally makes his predictions. Donc ici, c'est là où Wally va faire ses prédictions. Puis en fonction des prédictions, on va pouvoir ensuite lui dire, donc Wally ici fait une prédiction, on compare à ce que ça aurait dû être, et Wally peut ensuite aller ajuster les paramètres. So this is where we make a prediction, we give the actual target, and then we try to do the backpropagation step.
Ah, merci, on me corrige, on me dit descente de gradient ou descente de gradient stochastique. Merci, j'apprécie énormément. Je n'ai pas toujours tous les termes francophones à portée de main. So here is our training step, and then we keep track of the actual performance of our network. So here we have the accuracy, and we also have the training loss over time. Next, we go into our testing loop. Donc ici, ça va être notre boucle d'évaluation. And this is where we're going to be able to test on our actual test data set. Donc ici, on va juste évaluer sur notre jeu de données de test et on va voir quelle est la performance lorsqu'on itère sur toutes les données. So we're just going to iterate through every single one of the data points, and we're then going to see how do we perform on our test set. So execute this, and now we have these two handy functions. Okay, so now we're pretty much ready to get with our training. Donc, on a pas mal tous les ingrédients qu'il nous faut pour commencer à entraîner notre algorithme. Just as an aside, I'm not going to talk about this today. Juste à côté, comme ça, je vous le mentionne, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Deux critères qui sont quand même assez importants. Two pretty important steps to define as well in a neural network are the optimizer and the loss function. We're not going to go into the details of this today, but there are lots of great resources out there where you can learn a lot more about this. But these are essentially the math that I showed before. This is where the magic happens. Donc, l'équation mathématique que j'ai montrée tout à l'heure dans les diapos, on ne rentrera certainement pas dans les détails aujourd'hui de ces équations-là, mais c'est un peu ici où va se produire la magie qui va permettre à Wally de pouvoir ajuster les différents niveaux du réseau. So now that we have all our ingredients, there's a whole bunch of other parameters that we define here. And here, we're just going to be collecting as we train the different metrics. So we're going to be keeping track of, more importantly, the accuracy of our network. So how does our network perform over time? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout prendre en compte la performance du modèle quand ça vient à en fait, l'erreur du modèle. Donc ici, on mesure juste si on a eu 50 exemples, sur 50, combien est-ce qu'on en a eu de corrects? And here, a bunch of different statements. Donc ici, on va juste imprimer différentes informations qui vont être utiles à visualiser lorsqu'on entraîne. So a bunch of printing statements that essentially, as we train, is just going to give us some hints as to where we are in our training. And this becomes kind of the more interesting part. Donc ça ici, c'est un peu la partie la plus intéressante. Donc ça, la boucle, ça va définir combien de fois on va regarder tous nos exemples un à un. So this loop will actually say, go through the data as many times as you need until we finally get an interesting model. And in this case, we're going to limit it to 5 passes through the data. Donc ici, nous allons juste nous limiter à 5 passes à travers toutes nos données. Ça s'avère être suffisant dans ce cas-là. But sometimes, you might need many more steps to be able to converge. Donc des fois, il faut beaucoup plus d'étapes avant de pouvoir dire que notre modèle a convergé. So a lot of code, a lot of stuff to put in place, but now let's actually look what it gives us once we run it. Donc maintenant, voyons à quoi ça ressemble quand nous démarrons l'entraînement. So here, I hit the play button. Things are starting to get in place. So here we can see we're printing before training. And so we're collecting here a bit of stats before our training. Donc ici, ce que nous faisons, c'est nous allons juste ramasser certaines données sur comment notre modèle va performer avant l'entraînement. So we want to get a sense of an idea before we ever taught Wally anything. How is Wally performing? Donc avant même d'avoir entraîné quoi que ce soit, on ne s'attendrait pas à ce que notre modèle ait une connaissance des objets. So you can see that the accuracy here is 10%, more or less. And this is what we'd expect if we were guessing chance, 1 in 10 is about 10%. Well, it is exactly 10%, but here our model is plus or minus, just because there's some noise in there. But this is what we'd expect. Before training, our model performance is actually really bad. Donc, avant l'entraînement, la performance de notre modèle est pas mieux que de simplement juste deviner. Et puis là, on peut voir que notre modèle va commencer à faire différentes passes à travers les données. So this is after a first pass through the entire data set. You can see that actually we've improved significantly. Donc, après seulement une passe à travers le jeu de données, on peut voir que notre performance s'est vraiment améliorée rapidement. So we just went from 10% on our test error to 83%. Donc, it's a really big jump. On vient de passer de 10% de performance
a une performance de 83% à peu près. Donc, c'est vraiment un gain significatif après seulement être passé à travers les données une seule fois. So this is really after going through the data set once. We go through it again, so now we can correct even more. Donc, on repasse une deuxième fois, puis on voit que ça commence à augmenter un peu plus. On passe une autre fois, ça augmente encore, mais faiblement. Et on peut voir que ça commence il commence à y avoir un certain plateau. So as we continue going through, we see that we start plateauing after a while. So, the first big jump was the first time we see the data. We jump almost to 80%, and then slowly but surely, we start plateauing around 80%, around 88%. Donc, au fur et à mesure, on commence à atteindre un certain plateau aux alentours de 88%. So, there's a question here. Is it correct if the output is different for others because the numbers are a bit different for me? Oh, yes. Okay, great question. Donc, il y a une question ici qui demande si c'est normal d'avoir des différents résultats. Is it normal to have different numbers when you run the exact same cells? And the short answer is yes, it is normal. Donc, la réponse rapide, c'est que oui, c'est normal. Pourquoi est-ce que c'est normal? So why is it normal? It's simply because when we are initializing the model is initialized at random. Quand on va initialiser le modèle, c'est fait de manière aléatoire et on n'a pas explicitement demandé, dans ce cas-ci, à ce que ce soit tout le temps exactement de la même manière. So this time around, we didn't explicitly ask the computer, every time you give me random numbers, give me the exact same random numbers. So it's really just a question of fixing the random number generator, which is totally something that's doable. It just wasn't something that I did in this specific case. So every time you retrain your model, you should in fact expect to get some slightly different results. Une autre question qui demande, est-il possible d'implémenter cet algorithme dans un autre logiciel? So someone asking, is it possible to implement this algorithm in another program? And the short answer is yes, absolutely. Donc, est-ce que c'est possible d'implémenter ça dans un autre logiciel? Oui, absolument. Il y a toutes sortes de librairies qui permettent d'implémenter ça. C'est sûr qu'en Python, il y a l'embarras du choix. So if you're in Python, you've got lots of options. If you go outside the world of Python, you'll still find a whole bunch of different other options. Si vous désirez programmer dans un autre langage, certainement que vous trouveriez d'autres options. Vous pouvez même l'implémenter vous-même. So yeah, the short answer is yes, there are plenty of different frameworks that exist to implement deep learning algorithms. Donc, il y a toutes sortes de plateformes qui vous permettent de mettre en place ces algorithmes-là. Some will make it easier than others. Il y en a avec lesquels ça va être plus facile, d'autres avec lesquels ça va être moins facile. Si vous êtes vraiment aussi curieuse, vous pouvez l'implémenter vous-même avec le langage de votre choix. So if you're really curious, it's a bit challenging, but you can try implementing your own version of neural networks. And there's nothing particularly special about one framework or another. It's just pretty complex overall how to implement these things. Okay, so last thing that I want to show, donc la dernière chose que je veux vous montrer, on a terminé notre entraînement. Donc maintenant, ce qu'on va juste faire, c'est on va démontrer les différents graphiques d'entraînement. So here, we're just going to show the different statistics after we've trained. So there are two things that we monitor typically when we're training a neural network. Il y a deux choses en général en fait, une chose en particulier que nous monitorons lorsque nous entraînons des modèles, et c'est ici à gauche, qui s'appelle la perte en français, but the loss in English. So this is actually probably the most important thing to keep track of when training networks. We didn't go into the details of what a loss is today and how to compute a loss. This in itself could be a full talk of just what it means to compute a loss. But the short answer to what it means to compute a loss is it means to compute the performance. Donc, on pourrait passer une heure complète sur qu'est-ce que ça veut dire de calculer ces chiffres-là. Mais en gros, l'utilité de calculer ces chiffres-là, c'est d'avoir une ordre de grandeur de la performance de notre algorithme. So here, we have a different metric that we're keeping track of. Ici, on a une autre métrique qu'on monitore en parallèle. So we're looking at the accuracy over time. Donc, nous regardons aussi ici la performance de notre modèle avec le temps. So you can see here that the accuracy, before we started training, this is where we were at, about 10%. Donc au début, nous étions environ 10%. Et plus on a commencé à entraîner notre modèle, the more images we saw, the more our accuracy improved until we finally started reaching a plateau. Donc c'est sûr que maintenant, vous pouvez tout le temps retourner en arrière.
vous pouvez essayer, par exemple, d'entraîner le modèle plus longtemps. So here, what we can try to do is we can try to train the model maybe for a bit longer. So instead of going through the data set 5 times, maybe now we'd be interested in going through the data set 10 times. Donc, ici, plutôt que d'entraîner le modèle seulement passer à travers le jeu de données 5 fois, on peut essayer de passer à travers le jeu de données 10 fois. Puis il y a toutes sortes de paramètres avec lesquels on peut jouer. So someone was asking before, is it normal that I get different numbers? Vous pouvez voir ici que je n'ai pas les mêmes numéros qu'avant. C'est normal parce qu'à chaque fois, on initialise un modèle de manière aléatoire, mais on s'attend toujours à avoir plus ou moins les mêmes valeurs. So here, we're just going to let it train for a while, and then we can see what happens when we plot the next cell. Actually, I'll launch it just so it happens in real time. But that's it. That pretty much concludes it. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. C'est sûr que si c'est votre première exposition à du PyTorch et ou à du Python, so if this is your first time being exposed to PyTorch or to Python, this might seem a little magical. There's nothing magical about it. You just need to take the time to really sit and understand it. C'est sûr que ça peut avoir l'air un peu magique, toutes ces commandes-là, mais en fait, il faut juste prendre le temps de s'asseoir puis d'apprendre en fait à parler ce langage. So, it might look easy to me when I'm doing it, but I've been doing this for many years. Donc, ça a peut-être l'air un peu plus naturel quand je le fais, mais ça fait quand même beaucoup d'années que je fais ça, donc j'ai quand même l'habitude. But when I was getting started, this was pretty hard for me as well. Les premières fois où j'ai commencé, c'était quand même assez difficile pour moi. Donc, voilà. I hope you enjoyed it. Thank you, everyone. If there are any questions, of course. Always happy to answer more questions. And otherwise, Janvi, I guess, we can maybe let this train for a bit just to see our results. After 10, maybe we'll do better, maybe we won't. So if there are any questions, otherwise, let's maybe wait for this thing to end, and then it's a good place to end. Donc, ici, on laisse juste entraîner notre modèle un peu plus longtemps. Et une chose qu'on peut observer, c'est qu'en fait, la performance sur notre jeu de test, elle ne va pas vraiment améliorer beaucoup plus. So, we can let this run to infinity, but at some point, you reach a kind of optimal value on your test set. So here you can see that even after 9 epochs, we're still around the 88, so we're not really improving much. Donc ici, nous allons voir un peu ce qui se passe une fois que l'entraînement termine. So you can see the training is done. And you can see here that our test set actually, we're starting to not perform much better. And one thing that you can observe here is as we're going further, we seem to be doing better on the training set, but the test set is still performing more or less the same. Donc, plus on va continuer à entraîner, plus on va avoir l'impression de mieux performer sur notre jeu de données d'entraînement. Mais ça ici, c'est juste Wally qui commence à tricher. So Wally is just starting to cheat here. The examples that he couldn't get before, he's just learning like, well, this one I wasn't able to guess it, but just because of the way that this specific thing looks, I'm going to focus on that. And so it seems like we're doing better, but that's why we always have a test set on the side to just actually monitor how we're doing. Donc, merci beaucoup tout le monde. And Janvi, floor is yours if you want to take over at this point. Thank you, Jeremy, for an amazing presentation and super cool coding activity. Really liked how much we went into the code. Super, super cool. Thank you all for sticking around, and I hope you enjoyed the workshop. If you'd like to learn more and follow us for more Code With Me AI workshops, please follow us on our social media. We'll be having a Code With Me AI workshop next month. And you could also send us emails on ambassadrice if you have any suggestions or if you want to share your testimonial for this workshop. Aussi, si vous voulez être un mentor pour Technovation Montréal, ce serait intéressant de visiter le site Internet pour vous inscrire, pour vous impliquer dans Technovation Montréal et peut-être devenir mentor tech pour aider les filles à travers le programme. Awesome. And one last thank you to all of our partners. Without their help, we wouldn't have been able to make this workshop and any of our past and future ones possible. So huge shout out to them. So Google Canada, Mila, Scale AI, Next AI, and the Gouvernement du Québec. Merci à nos partenaires encore une fois, Google, Mila, Next AI, le Gouvernement du Québec et Scale AI. And finally, a huge, huge, huge thank you to Jeremy once again. This workshop was amazing.
said it already, but I learned so much, and it's really nice to follow along in the coding activity. If anyone has any questions, you're free to ask them. I could start off the question period. Jeremy, a lot of our participants today are Technovation participants, and they're working on their app projects. What are some examples, if you have examples of people using computer vision in mobile applications? And mobile applications, yeah. Well, computer vision is probably, especially in mobile applications, it has really great potential, mainly because of the cameras that are available in the phones. So, we saw today that essentially cameras are what allow computers to see. And these days, cameras are essentially everywhere, and phones are more and more powerful. So all of these algorithms, especially convolutional neural networks, you could probably find them all over your phone without necessarily knowing. Donc, la question, c'était, en fait, quel est le rôle de la vision par ordinateur, surtout pour des applications mobiles? On sait qu'on a tous des caméras dans notre téléphone, puis en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez déjà plein d'algorithmes de computer vision, de vision par ordinateur, qui sont déjà en train de rouler dans vos téléphones intelligents. So, in particular, one thing that you can do is just like point and shoot your camera at things and get like different classifications. But one useful kind of thing that is like, you can take a photo of what you're eating and try to get maybe like a description of the dish that you're eating. Donc, une chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est de prendre une photo de ce que vous êtes en train de manger, puis d'avoir une certaine description qui apparaît de ce que vous mangez. Another really cool kind of feature, I travel a lot, and you could take your phone and point it at signs that are in a completely different language and have those signs translated. So that's very useful as well. Donc, je voyage beaucoup, puis maintenant il y a toutes sortes d'applications qui vous permettent de simplement prendre une photo ou de même pointer votre caméra à un menu, par exemple, dans une langue étrangère, et vous permet de traduire en temps réel. So, I mean, there's all sorts of different really cool applications that you can have, and at this point, it's just kind of understanding the algorithms that are possible, but also how far you can imagine these applications to go. For sure. I even think Google Lens has like landmark recognition for when you're going to new cities. I found that pretty cool too. Yeah, even Google Maps, I think you can just like, if you're lost, you just point your phone and it orients you in the streets. So some really cool stuff. And, even self-driving cars use a lot of these algorithms to guide cars. So yes, if anyone else has any questions, you can ask them in the chat. You can unmute yourselves. If not, have a great night, and thank you for joining us. Thank you, everyone. And thank you, Genevieve, and the whole team. Honestly, it's always fun to present at Technovation. I love what you're doing. So thank you for having me. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, Jean-Vie, puis Marsara.